Les Français n'ont pas compris l'esprit de la Révolution et ses conséquences, que cela soit 1789, sur lequel repose notre système politique, ou encore Vatican II, qui est 1789 dans l'Église, comme se plaisait à le dire le cardinal Suenens. Pour comprendre l'actualité d'aujourd'hui, il faut cerner les points clés du passé, c'est-à-dire les aspects spirituels avec leurs conséquences politiques. Et donc, c'est une obligation, il faut commencer à comprendre la période d'avant 1789 et remonter jusqu'à notre époque. Comme il a été dit, et justement dit, la France est née du baptême de Clovis, avec l'appui de l'évêque Saint-Rémy, principe qui perdure jusqu'au roi Louis XVI. Le principe, le système, repose sur le principe suivant: le souverain est le lieutenant du Christ. C'est-à-dire qu'il est l'intermédiaire entre le Christ et le peuple de France. Et ce souverain, le lieutenant du Christ, doit organiser le pays en conformité aux lois de l'Église. Le principe en lui-même est parfait. En revanche, les hommes, les rois de France, ont été plus ou moins à la hauteur de la tâche. Saint-Louis, presque, il est déroutant dans sa hauteur de vue. En revanche, vous avez eu d'autres rois, comme François Ier, imprégné de l'esprit de la Renaissance, ou d'autres comme Louis XIV, qui a favorisé le gallicanisme, c'est-à-dire le détachement de l'Église de France par rapport à la communauté de Rome. Eh bien, ils ont miné le système. Ce concept du roi de France, lieutenant du Christ, a été rappelé par Sainte Jeanne d'Arc lors d'un événement extraordinaire, le 21 juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire, où cette jeune fille de 17 ans, née un 6 janvier, l'épiphanie, manifestation, les rois mages qui rendent hommage à l'enfant divin, roi des nations, qui est né d'ailleurs à Domrémy, Sainte Jeanne d'Arc, abréviation de Domus, la maison de Rémy, l'humour de Dieu. Sainte Jeanne d'Arc s'adresse le 21 juin 1429 au dauphin Charles et lui demande, grâce à un acte notarié, de lui donner son royaume. Et le dauphin Charles, de Charles VII, étonné, consent à le faire, il dit je donne mon royaume à Jeanne. Et celle-ci lui répond: vous êtes le plus pauvre chevalier du royaume. Elle continue: je donne le royaume à Jésus. Et elle ajoute: Jésus rend le royaume à Charles. C'est le résumé de la science politique française qui rappelle le baptême de Clovis, qui est que le véritable roi de France, c'est le Christ, et que le souverain n'est que l'intermédiaire. Cet événement extraordinaire, inouï, est la marque de notre pays, de notre civilisation. Cet acte notarié qu'est-il devenu, nul ne le sait. En revanche, on a la certitude historique de cet événement, car au cours de l'été 1429, un document a été rédigé à l'attention du pape de l'époque, le pape Martin V, qui s'appelle le Breviarium Historia, et qui relate cet échange. Ce document est aux archives du Vatican. Il a servi à la béatification et à la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Le concept opposé à cette construction politique française, c'est le judaïsme talmudique. Le Talmud, c'est, pour faire court, le code civil, politique et religieux de la nouvelle synagogue. Ce judaïsme ne reconnaît pas le Christ comme fils de Dieu incarné, d'où une opposition complète avec le système politique français et cette civilisation française née du baptême de Clovis. Les trois éléments que la synagogue rejette absolument sont l'incarnation, la Sainte Trinité et le sacerdoce catholique, qui fait qu'un prêtre est ce qu'on appelle le transparent du Christ pour la confession, et puis pour la messe, le sacrifice consanglant qui transforme le pain et le vin encore et sang du Christ réellement. C'est une abomination pour la synagogue qu'il faut rejeter, qu'il faut détruire. La finalité de cette synagogue talmudique, je résume, c'est de faire du peuple juif, le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu un et le reste de l'humanité non juive, encadrée par les lois noachides. Les lois noachides, c'est la religion pour les non-juifs. Je vais en parler un peu plus dans quelques minutes. Et je continue. La France, marquée par ce baptême de Clovis, a subi des attaques. Et depuis 2000 ans, la synagogue est à l'origine de toutes les hérésies. Arianisme, Bogomil, Cathare,
albigeois, hussisme et que sais-je encore, mais aussi à l'origine du protestantisme, qui est un christianisme judaïsé et qui s'inspire en particulier de la Kabbale chrétienne. La Kabbale, c'est littéralement la transmission, et pour faire croire la Kabbale, c'est la mystique juive. Et vous avez eu des juifs et des cathos, enfin des faux cathos, comme Pig la Mirandole, qui ont estimé qu'il y avait une bonne Kabbale, une bonne mystique juive, qui pouvait se rajouter à la foi catholique, qui est terminée, il faut le dire, mais que depuis Saint Jean, la doctrine catholique, le dépôt de la foi est clos, terminé. On ne peut rien rajouter. Et malheureusement, le protestantisme, imprégné de cette Kabbale chrétienne, a émergé. Donc c'est un christianisme judaïsé qui rejette le sacerdoce, c'est un peu dans le protestantisme, le prêtre, le pasteur, c'est un fonctionnaire, comme le rabbin, débarrassé de tout caractère sacré, c'est-à-dire la confession et ne transforme pas le pain et le vin encore au sang du Christ. Mais la synagogue talmudique est aussi à l'origine de la naissance de la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie qui officiellement est née en 1717, en sachant, en faisant très court, il y a eu des éléments avant-coureurs, donc la gnose qui veut dire la connaissance, des éléments, les rose-croix, enfin je développe tout ça dans mon livre La classe du mondialisme, des éléments qui ont permis l'émergence de la franc-maçonnerie officiellement en 1717, et comme par hasard, ce sont deux protestants, James Anderson et Jean-Théophile Desaguliers, qui sont à l'origine de la création de la franc-maçonnerie. Évidemment, deux protestants, c'est normal, c'est pas des cathos tradis, ils n'ont déjà créé la franc-maçonnerie. Quels sont les concepts clés de la maçonnerie? Il y en a trois. Le naturalisme, c'est-à-dire le rejet de tout esprit surnaturel, et en cela, la maçonnerie va de pair avec le protestantisme, qui rejette tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est providence. Le deuxième concept de la maçonnerie, c'est le nominalisme. Il n'y a pas de vérité, à chacun sa vérité, c'est une vérité évolutive. Et le troisième point, la primauté de l'homme. Cette maçonnerie, née officiellement en 1717, le cadre est posé dans ce qu'on appelle, alors c'est au pluriel, les constitutions d'Anderson. 1723. Donc il pose les cadres, le cadre. Mais cette maçonnerie va, augmenter en puissance avec un événement très important. En effet, Anderson va rajouter un élément dans l'article 1 de cette maçonnerie, en particulier en 1738, donc, en disant que tout franc-maçon se doit d'être un, je cite, véritable noachite. J'ai cité ce mot tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le noachisme? C'est une religion inventée par le Talmud pour les non-juifs, les goïms. Les points clés du noachisme sont pas d'incarnation, on va repasser par le même chemin, pas d'incarnation, pas de Sainte Trinité et pas de sacerdoce, évidemment, catholique. Et les éléments que je vous ai cités se retrouvent dans l'islam. L'islam, c'est le Dieu un. Jésus est un simple prophète appelé à une auguste mission religieuse. Et enfin, il n'y a pas de sacerdoce dans l'islam. Il n'y a pas un prêtre musulman transformant le pain et le vin encore et sans la C'est pourquoi il est possible de dire que l'islam, dans le cadre du noachisme, ne gêne pas la synagogue. Et il est possible aussi de dire qu'en raison de ces caractéristiques, l'islam est absolument incompatible avec la civilisation française, née du baptême de Clovis, qui reconnaît le Dieu trinitaire, qui reconnaît l'incarnation, et qui reconnaît évidemment, depuis la Pentecôte, le sacerdoce catholique. Je rajoute un petit élément. Évidemment, l'islam est incompatible avec la civilisation française. Par honnêteté, reconnaissons une chose, que les sociétés musulmanes respectent encore quelques valeurs qui ont déserté de l'Occident apostat. N'oublions pas ça. Ce principe de hachite, qui est la religion pour les non-juifs, directement issu du Talmud, imprègne tellement la maçonnerie que vous le retrouvez en particulier dans le rite écossais ancien et accepté, avec ses différents degrés, en particulier le 21e degré, le 21e degré du hachite. Donc, vous fait comprendre que la maçonnerie est imprégnée de référents talmudiques, mais aussi du noachisme, religion pour les non-juifs, issue directement du Talmud. Ça s'appelle du concentré. Cette franc-maçonnerie, qui s'impose au XVIIIe siècle, va donner naissance à ce qu'on appelle les Lumières. Les Lumières sont en fait les conséquences de l'idéologie maçonnique, elle-même nourrie par la maison mère, la synagogue talmudique. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, cette franc-maçonnerie, à la veille de la Révolution, comptait à peu
près 700 à 800 loges, à peu près. Mais il ne faut pas s'exciter sur le nombre, dans ce sens que la plupart des personnes qui allaient dans ces loges allaient s'encanailler, l'esprit creux et superficiel, un peu Rotary Club sur les bords. Bon. Mais, vous savez, les minorités, elles sont toujours, enfin, la force est toujours minoritaire, en bien comme en mal, et dans la franc-maçonnerie, vous aviez un véritable fer de lance avec quelques loges, la loge des 9 sœurs ou la loge des Amis réunis. Et c'est là où on retrouve les fameux révolutionnaires qui vont apporter tant de bonheur à la France et ensuite au monde. Cette franc-maçonnerie qui a contaminé les élites au cours du XVIIIe siècle en France, ça a touché les élites politiques, la haute noblesse, la haute bourgeoisie, le haut clergé. Pour vous donner une petite idée, en 1787, l'aumônier du roi Louis XVI, l'abbé Vermondant, était officier du Grand Orient de France. Pour vous dire comme la vérole était montée haut, pauvre Louis XVI. Donc, contamination des élites, bourgeoisie, noblesse, clergé. Et ce qu'il faut comprendre, cette révolution de 1789 a été faite essentiellement par des non-juifs, des goths, des goïms, à l'esprit judaïsé. Car tous ces Robespierre, Danton, Mirabeau, Camille Desmoulins, Abbé Sieyès, Saint-Just, etc., ce sont des esprits judaïsés via la maçonnerie, via le protestantisme, qui est un christianisme judaïsé. Quand le révolutionnaire Philippe brise la sainte ampoule qui servait au sacre des rois de France, a été protestant, c'est normal. Il aurait été cathotradie, il n'aurait pas cassé, il aurait même tout fait pour la protéger. Donc bien comprendre la judaïsation des révolutionnaires en 89. La différence de la révolution bolchevique de 1917, où lorsque vous lisez le magnifique livre de Solzhenitsyn de siècle ensemble, qui raconte l'histoire du siècle des Juifs et des Russes, puis en 1917, les Juifs vous les trouvez à tous les coins de rue dans la révolution bolchevique. En revanche, dans la révolution française, ils sont plus en retrait. Et donc vous avez les idiots utiles, les goyim de l'époque, qui vont être la courroie de transmission dans cette histoire. Et cela se traduit comment? Eh bien, le 17 juin 1789, le tiers-État se déclare assemblée constituante. C'est-à-dire que c'est la rupture avec la monarchie née du baptême de Clovis, c'est-à-dire que vous avez le tiers-État représentant le peuple, enfin une oligarchie, qui s'arroge le pouvoir à son profit. C'est la disparition de cette monarchie née du baptême de Clovis. C'est donc une victoire extraordinaire pour la synagogue, puisque je rappelle que la synagogue talmudique rejette l'intermédiaire catholique, que ce soit un roi de France ou le prêtre, et évidemment jusqu'au sommet, le pape qui est le vicaire du Christ. Donc le fait que l'intermédiaire catholique pour la France, le roi de France, le nom du Christ, le Clovis à Louis XVI saute, c'est une victoire pour la synagogue. Et c'est tellement vrai. Voyez-vous, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on voit des événements, mais on ne sent pas ce qu'il y a derrière. Lorsqu'en 1794, Robespierre lance le fameux culte de l'être suprême, religion déiste, etc., personne n'a compris, ou très peu, qu'en fait c'est l'inspiration juive. Quand vous lisez la Kabbale qui tombe la mystique juive, eh bien vous comprenez que ce fameux culte de l'être suprême, c'est le principe dans la Kabbale de l'En Sof, le Dieu infini, l'être suprême dans la Kabbale. Voilà, c'est une version déguisée. Et lorsqu'il y aura la fête de la Fédération, je crois le 14 juillet 1790, c'est l'évêque apostole Talleyrand, qui lui est esprit fin, subtil, qui connaissait tout ça, qui va dire une messe, et avant de dire la messe, en connaissant le côté incongru de la chose, qui dit aux personnes qui l'accompagnaient, je vous en prie, arrêtez de me faire rire, parce que lui connaissait les dessous de l'histoire. Donc, imprégnation de l'esprit des référents talmudiques et du neuchisme dans l'esprit des révolutionnaires, Robespierre, etc. Et c'est si vrai, que ces principes judaïsants propres à la Révolution 89, ces principes qui vont être enracinés par Napoléon Ier, eh bien, vous avez depuis le XIXe siècle la synagogue qui récite une prière pour la République française. Bah, c'est normal, c'est leur boutique. Alors, je ne vais pas vous lire toute la prière, j'ai le texte officiel. Prière, je cite, donc cette prière est récitée durant l'office public du Shabbat matin entre la prière du Shaharit et celle de Moussaf. Je vous lis les premières lignes. Prière pour la République française, éternel maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre, la force et la puissance t'appartiennent, par toi seul, tout s'élève et s'affermit. De ta demeure sainte, au Seigneur, bénis et protège.
protège la République française et le peuple français, regarde avec bienveillance depuis ta demeure sainte notre pays, la République française, etc. Donc, mettez-vous ça dans le crâne. 1789, l'inspiration talmudique via des intermédiaires, la franc-maçonnerie, le gauchisme, le protestantisme et des idiots utiles pour servir la soupe. Robespierre dans ton arabe Saint-Just. Bien comprendre que la Révolution de 1789 n'est pas une finalité, n'est pas une étape, une finalité pas. Et ça aussi, peu l'ont compris. Mais il y a des révolutionnaires qui ont parfaitement pigé, entre autres un qui s'appelait Anarchasis Klotz, qui en 1792 a sorti un livre consultable, l'original sur le site Gallica, où le titre c'est La République universelle, version 18e siècle pour dire gouvernance mondiale. Et il évoque deux choses, nous sommes en 1792. Il évoque déjà cette volonté de mettre en place donc, une République universelle, gouvernance mondiale, avec des blocs continentaux. Et nous sommes en 1792, ça va être le début des guerres contre les princes allemands du Saint-Empire romain germanique. D'abord, je le cite, Klotz, pour cette gouvernance mondiale de préparation, il dit bien que la Révolution française n'est qu'une étape, il dit ceci, l'Europe et l'Afrique et l'Asie et l'Amérique, donc ces blocs continentaux, l'Europe et l'Afrique et l'Asie et l'Amérique se donneront la main dans la cité vaste et heureuse de Philadelphie. Ça, c'est la version théorique pour dire gouvernance mondiale. 1792. Donc, quand on dit ça, ça veut dire aussi ouverture des frontières. L'immigration est déjà annoncée là-dedans. Et quand je vous dis que les principes de 89, ce sont des référents talmudiques, noachites, protestants, avec la maison mère, c'est la synagogue évidemment qui est la source. Hein. N'oubliez pas la phrase de Saint Jean, la synagogue de Satan. N'oubliez pas la phrase de Christ, vous allez pour faire le diable. Hein. Bon, il serait puni aujourd'hui, hein, Christ. Écoutez ce que dit Anarchasis Klotz en 1792, dans cette guerre de révolution qui s'annonce, et en accord avec le monde juif. Je le cite. Nous trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques, qui regardent la France comme une seconde Palestine. Nos concitoyens circoncis nous bénissent dans toutes les synagogues de la captivité. Le juif, avili dans le monde, est devenu citoyen français, citoyen du monde, par nos décrets philosophiques. Cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands, d'autant plus que la guerre ne saurait ni commencer ni durer en Allemagne sans l'activité, l'intelligence, l'économie et le numéraire des juifs. Les magasins, les munitions de toute espèce sont fournis par les capitalistes hébreux et tous les agents subalternes de l'approvisionnement militaire sont de la même nation. Il ne faudra que s'entendre avec nos frères les rabbins pour produire des effets étonnants, miraculeux. Donc, même eux confirment que la marque de départ de 89, c'est un monde rabbinique terrible. Et un autre élément qu'il faudra rajouter sur Klotz, Anarchasis Klotz, il a écrit un autre ouvrage, qui est sorti dans les années 1792-93, qui s'intitule La République du genre humain. Dans mon livre Atlas du mondialisme, vous avez une carte de la France en département 89, en carré, en damier, parce qu'il fallait détruire les provinces, c'est-à-dire le caractère de tradition, Civitas défend assez bien les traditions, et 89 voulait détruire ces traditions, donc créer une France en damier, et au carré, donc une France avec des Français, uniformisés, c'est l'esprit technocratique, c'est Bruxelles avant l'heure. Eh bien, cette volonté de créer une gouvernance mondiale reposait sur le même principe, mais d'échelle élargie. Que dit Klotz dans La République du genre humain? Je le cite. Lorsque la constitution de l'univers sera faite, les droits de l'homme seront en exercice sur un globe divisé politiquement en 1000 cases départementales. Vous voyez, l'origine de la vérole, ça vient de là. Et quand je dis l'origine de la vérole, il y a une raison. La France vit depuis plus de 200 ans sur les principes de 89, tout en étant engluée dans l'Union européenne et l'OTAN, là, des emplois américains. Mais d'abord et avant tout, la France subit un système hérité de 89, qui l'a détruit. Qu'attend le Front National? Front National ou un autre nom? Pour dénoncer 1789 et ses principes judaïsants. Qu'attend Jean-Marie Le Pen, Marie Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, pour rappeler l'importance du baptême de Clovis avec
l'Evexarémie, la signification religieuse et politique, de rappeler Sainte Jeanne d'Arc, certes ils le font, mais c'est toujours pour bouter les Anglais de France, je n'ai rien contre. Mais c'est secondaire, je dis secondaire pas dans le sens important, c'est même capital, il faut qu'ils dégagent, ne serait-ce qu'ils bouffent très mal, on ne peut pas vivre avec eux là. L'élément clé, c'est la triple nation. Vous avez déjà entendu Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, parler de la triple nation de Sainte Jeanne d'Arc du 21 juin 1429 et expliquer que la science politique française est résumée par ce document qui rappelle que le Christ est le vrai roi de France et le souverain son lieutenant et donc doit créer un cadre politique et spirituel en conformité avec l'Église de Rome, permettre aux sujets de gagner le ciel, c'est ça. Ils ne le font pas. Et ils ne le font pas pourquoi? Parce que ce sont des républicains, avec un esprit libéral. On ne peut pas relever la France, comme ils le prétendent, en restant fidèles aux principes de 89, qui sont anti-France, anti-catholiques, et d'esprit judaïsant. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, dénoncent avec raison l'immigration. Mais ils dénoncent cette vague migratoire en surface. Car, voyez-vous, mesdames et messieurs, il y a des arguments clés qu'une Marine Le Pen, d'ailleurs, aurait pu utiliser lors de son débat avec Macron et qui s'est bien gardé de faire. En effet, vous avez des méthodes irréprochables, méthodiques, scientifiques, qui permettent d'avoir une photo véritable du courant migratoire qui est en train de couler la France et l'Europe, car nous sommes français, mais nous sommes aussi européens, jamais oublié. Et en priorité, pensez à Rome et Athènes. Berlin, ça c'est le protestantisme, et Londres, voilà. En priorité, Rome et Athènes. Vous avez un organisme de santé qui s'occupe de dépister des maladies pour les nouveau-nés, qui s'appelle la DPHE, Association française pour le dépistage et pour la prévention des handicaps de l'enfant. Et son site internet dit ceci, le site: une triple mission a été confiée depuis plus de 30 ans par le ministère de la Santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant. 3 missions. La première, je cite toujours ces organismes de santé, premièrement, organiser et coordonner le dépistage néonatal en France. Deuxième point, suivre la réalisation des prélèvements chez tous les nouveau-nés. Troisième point, s'assurer de la prise en charge des enfants chez lesquels une des maladies dépistées est suspectée et de la mise en route du traitement chez eux reconnu. Quelles sont ces 5 maladies obligeant donc à un dépistage néonatal? Il y en a 5, alors elles ne sont pas toujours faciles à prononcer. La première, la phénylcétonurie. La deuxième, l'hypothyroïdie congénitale. La troisième, l'hyperplasie congénitale et surrénale. La quatrième, ça vous la connaissez, la mucoviscidose. Et la cinquième, la drépanocytose. Ah, qu'est-ce que la drépanocytose? Eh bien, lisons les propos affichés par cet organisme de santé, travaillant avec le ministère de la Santé. La drépanocytose est une maladie, je cite donc, génétique du sang liée à une anomalie de l'hémoglobine. Le dépistage, toujours selon la FDPHE, est obligatoire aux Antilles depuis 1989 et pour la France métropolitaine, ça a commencé en 1995 et c'est obligatoire depuis 2000. Bon, ce texte néonatal s'applique à qui? Je lis toujours le texte officiel. Ce dépistage ne concerne que les enfants à risque en raison de l'origine de leurs parents. Cette maladie touche essentiellement les enfants originaires des Antilles, d'Afrique noire, mais aussi d'Afrique du Nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsqu'un nouveau-né en France métropolitaine a ce test, il est originaire d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Et quand un nouveau-né, à dire de souche, est originaire de Normandie, d'Auvergne, Poitou-Charentes ou du pays d'Igoutin en Bretagne, ben c'est que vraiment il est du coin. Et donc il n'a pas la peine de faire le test. Cet institut, la FDPHE, fait chaque année un compte rendu avec des pourcentages de tests réalisés. Et j'ai le dernier rapport de l'année 2016, ici. Dépistage de la drépanocytose en 2016, région par région, de la France métropolitaine, et ensuite pour les territoires d'outre-mer. Je vous donne les chiffres arrondis pour 2016. Donc les enfants qui ont eu ce test, les nouveaux-nés qui ont eu ce test en 2016, la moyenne pour la France métropolitaine, c'est presque 40%. Presque 40% en 2016 d'enfants originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne
Et le chiffre le plus faible, c'est la Bretagne, 9,1%. L'Île-de-France, presque 75%. 2016. Alors, réfléchissez 30 secondes. En 2016, presque 75% des nouveau-nés, donc originaires d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, ça veut dire qu'ils auront 20 ans en 2036, en Île-de-France. C'est-à-dire que 75% des hommes et des femmes de 20 ans en Île-de-France sont d'origine noire et arabe, sont entendus musulmanes. La France est morte. Terminé. C'est un Kosovo, en fait, qui s'annonce. Tout simplement. Je mets à part nos corrigionnaires et compatriotes guadeloupéens et martiniquais, qui, pour la plupart d'entre eux, sont catholiques, beaucoup moins avec Vatican II, et l'évangélisme fait des dégâts, mais en fait, qui resteraient fidèles, certains d'entre eux, il y a toujours un variable, restent quand même fidèles à certaines caractéristiques de la civilisation française catholique. Mais le reste, cet islam est incompatible avec la civilisation française. Et bien, presque 75% des jeunes de 20 ans en 2036 seront de cette religion. La France est morte. Sauf si un événement avant pour régler les choses de manière radicale. Pour l'outre-mer, pourcentage des naissances à avoir eu ce test, Mayotte, 100%. Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, quasiment rien, 0,27%. Les vaillés ont un effet repoussant pour ça. Après tout, c'est peut-être l'arme qui va nous servir à sauver la France. Je vais rien prendre. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai donné les chiffres officiels. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Mario Marché Le Pen, vous les avez déjà entendus citer ces chiffres. Citez le site, l'AFD-PHE, enfin cet organisme de santé, donnez ces chiffres scientifiques. Rien à dire. Rien. Alors, il ne dénonce pas les principes de 89, judaïsants. Il ne dénonce pas ces chiffres migratoires. Imaginez Marine Le Pen face à Macron sortant ce papier. C'était dévastateur. Et un arabe, elle ne l'a pas fait. Comme elle ne pouvait pas dénoncer le rôle de la fondation franco-américaine, la French American Foundation. Macron fait partie, il est de la promo 2012 des Young Leaders, comme son copain, comment il s'appelle, Édouard Philippe, Premier ministre. Et il faut dire aussi qu'à l'époque, il s'était allié à Nicolas Dupont-Aignan, Young Leader 2001. Bon, alors, petite précision, la liste officielle des Young Leaders n'est pas sur le site en langue française. Mais le site américain de New York, lui, il l'a. J'ai mis tous les noms dans mon livre Atlas du mondialisme. Alors, mesdames et messieurs, quand vous avez des Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen et Marie Le Pen qui ne dénoncent pas tout ce que je vous ai dit, et c'est le marché officiel, eh bien, soyez plus que prudents, arrêtez de vous faire avoir. Voilà. Tant qu'on reste fidèle au principe de 89, on ne peut pas se relever. Ils ont été fort utiles au système. Ce que nous subissons est la conséquence d'un long travail de démolition. J'ai parlé des principes viciés de 89, de Anarchis Klotz, de la gouvernance mondiale, l'annonce sur la fin des frontières. Il faut ajouter aussi un autre personnage dans cette histoire, qui est Richard de Coudenhove-Kalergi, né en 1894, mort en 1972, fondateur dans les années 20 de la PAN-Europe. La PAN-Europe, c'est un institut cherchant à promouvoir l'unité de l'Europe dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Et dès les années 20, la PAN-Europe a le soutien financier de la banque Warburg en Allemagne, Max Warburg, dont le frère Paul, de nationalité américaine, a été le premier patron de la Fed, donc fédérale américaine. Donc, pour vous dire qu'on est vraiment aussi dans le mondialisme. Pan-Europe qui se subdivise en différentes branches, Pan-Europe France, Pan-Europe Allemagne, Pan-Europe Italie, dans les années 60. Le trésorier de la Pan-Europe France s'appelait Georges Pompidou, ancien de Rothschild. Et lorsque Richard de Coudenhove-Kalergi meurt en 1972, son successeur c'est Otto de Habsbourg, sur une proposition de Georges Pompidou. Merci de Gaulle. Richard de Coudenhove-Kalergi est un grand prince du mondialisme, imprégné de gnose. Il est vrai qu'avec son père, Heinrich de Coudenhove-Kalergi était gâté. La Pan-Europe, donc, est un institut mondialiste, mais il faut savoir que ce fondateur a déjà annoncé un processus que l'on subit actuellement. Il a écrit en 1925 un ouvrage qui s'intitule Praktischer Idealismus, littéralement idéalisme pratique, qui annonce une volonté
de mélanger les populations et de favoriser l'immigration. Je rappelle très rapidement, la Pan-Europe est à l'origine de tous les textes européens pour la Charte régionale, la Convention cadre pour la protection des minorités, l'hymne européen de la joie de Beethoven a été décidé lors du premier congrès de la Pan-Europe en 1926. Donc, et le Conseil de l'Europe a joué aussi un grand rôle grâce à la Pan-Europe. Ce Richard de Conan-Energy, en 1925, prône, dans le cadre d'un ordre mondial unifié, ceci, je le cite: l'humain du futur, le lointain futur, sera un métis. La race du futur, négroïdo-eurasienne, d'apparence semblable à celle de l'Égypte ancienne, remplacera la multiplicité des peuples par une multiplicité de personnalités. Dans une Europe orientalisée, l'aristocrate du futur ressemblera davantage à un brahman et à un mandarin qu'à un chevalier. Comprenez bien l'essence de cet esprit. Dans une Europe orientalisée, il n'y a pas dit dans une Europe occidentalisée, c'est un peu, vous savez, comme le Grand Orient de France. C'est le Grand Orient, c'est pas le Grand Occident. C'est l'esprit, la maison mère, la synagogue, le côté des rives du Jourdain, avec la gnose qui va avec. L'aristocrate du futur ressemblera davantage à un brahman et un mandarin qu'à un chevalier. Le chevalier, c'est l'esprit catholique, Saint-Louis. C'est ça qu'il faut éradiquer. Et, il dit lui-même, la période dans laquelle il vit, donc dans les années 20, est un pitoyable interlude permettant, selon lui, après des guerres, d'aboutir à un idéal qui veut, donc, comme en voyant donc un monde unifié et un monde métissé. Au moment où je vous parle, les choses vont très vite. Bagarre à mort entre le monde anglo-saxon et l'Union européenne d'un côté, et de l'autre, la Russie et la Chine au Moyen-Orient, l'ensemble étant lié en particulier à ce qu'on appelle la route de la soie. Vous savez, ces fameuses voies de communication en tout genre, entre la Chine et l'Europe, passant par l'Asie centrale, mais aussi tentative de les faire passer par la Turquie, l'Iran, Syrie, Irak. Alors déjà, le concept de la route de la soie est un concept ancien, au moins 2000 ans d'existence, de marchand. Mais il faut savoir que l'expression route de la soie est une expression récente, qui a été inventée en 1877 par un géographe allemand qui s'appelait Ferdinand von Richthofen, qui appelait ce concept route de la soie, Seilenstraße. Et pour la petite histoire, sachez que son neveu, Ferdinand von Richthofen, Manfred von Richthofen, a été l'as de la guerre, de la Première Guerre mondiale, le fameux baron rouge, qui va mourir en 1918. Bien. Ces deux mondes, Russie, Chine d'un côté, États-Unis, enfin le monde anglo-saxon et l'Union européenne de l'autre, s'affrontent dans cette zone péninsule arabique. On trouve du pétrole, du gaz, vous avez d'immenses réserves de gaz au large des côtes israéliennes, syriennes, libanaises et chypriotes, les bassins de Tamar et de Léviathan. Donc il y a un gâteau, il faut se partager tout ça, sans compter donc tous les modes de communication pour les routes de la soie. Nous assistons à une bagarre à bord actuellement, et si la Russie et la Chine, et la Russie en priorité de Poutine, arrivent à contrôler ne serait-ce que la Turquie, Syrie, Irak, en lien avec l'Iran, le monde anglo-saxon, avec la faction Rothschild en arrière-fond, se ramasse une claque magistrale. Car nous assistons actuellement à une bagarre entre un clan messianiste, le clan Rothschild, et l'outil anglo-saxon, s'opposant à un autre clan, une autre faction juive, qui est moins messianiste, et qui soutient Poutine, le clan Lubavitch, avec des oligarques juifs. Vous savez que dans les années 2000, Poutine a fait le tri entre des oligarques juifs pro-Lubavitch et il a foutu à la porte ceux qui étaient pro-Rothschild, Berezovsky par exemple. Ce sont des bagarres entre factions juives. Ne voyez surtout pas le monde juif comme un monde uni. Il y a des factions. Entre eux, ils se bagarrent à mort. La seule fois où ils sont unis, c'est quand il faut lutter contre les chrétiens. Et en réalité, évidemment, les catholiques. Opposition entre deux types de mondialisme. Entre le monde anglo-saxon cherchant à s'accaparer l'ensemble des richesses à son profit, ça c'est le mondialisme unilatéralisme, face au mondialisme planétarien de Poutine voulant un respect des intérêts d'union régionale dans le cadre d'un nouvel ordre mondial régi dans une ONU modernisée. C'est ce qu'il dit en toutes lettres dans son fameux discours de Val de 2014, qui est pour un nouvel ordre mondial, politique, économique, juridique, avec le respect des unions régionales et une ONU modernisée, mais il ajoute le problème, c'est qu'en face, les anglo-saxons et la faction Rothschild, de l'autre côté, ça ne dit pas, c'est sous-jacent, eh bien, eux ne veulent pas. Donc, on comprend mieux cette opposition farouche entre ces deux mondes. Et je vais vous citer les propos d'un haut diplomate américain qui s'appelle toujours évidemment Christopher Hill, H-I-2-L, pour ceux qui voudraient retrouver le passage. Citation d'avril 2014, un mois
après l'annexion de la Crimée par la Russie. Il dit ceci, ce diplomate américain. L'annexion par la Russie de la Crimée semble signifier la fin d'une période de 25 ans dont la marque fut un effort pour ramener la Russie à un alignement accru sur les objectifs euro-atlantiques. Il est vrai que dans les années 2000, n'oubliez jamais ceci, Poutine voulait l'intégration de la Russie avec l'Union européenne, donc et l'intégration à l'OTAN. N'oubliez jamais ceci. La césure a commencé, ou la fêlure a commencé autour des années 2003-2004, et en 2014, avec Maïdan, là c'était la fin des haricots. Petite remarque, plusieurs fois, Vladimir Poutine a voulu instaurer un bloc unifié, l'Union économique eurasienne avec l'Union européenne, je le disais lui-même, de Lisbonne à Vladivostok. Sa dernière proposition remontait à janvier 2014, et à Bruxelles, lors d'un congrès entre la Russie et l'Union européenne. Et un mois plus tard, février 2014, le feu révolutionnaire touchait l'Ukraine. Ça, c'était votre l'envoyeur. Petite remarque, cette fameuse volonté de Poutine de créer un bloc allant de Lisbonne à Vladivostok, c'est pas de Poutine. Celui qui a initié cette chose, c'est Gorbatchev. La première fois dans les années 1984-85, mais il appelait ça la maison commune, changement de papier d'emballage. Donc je continue pour ce Christopher Hill. Donc pour amener la Russie à un alignement accru sur les objectifs euro-atlantiques, l'adhésion de la Russie au nouvel ordre mondial, bien que problématique, a été l'une des grandes réalisations de l'après-guerre froide. Les Américains doivent comprendre que le défi auquel ils sont confrontés est celui d'une Russie qui n'est plus intéressée par ce que l'Occident lui a offert ces 25 dernières années. En fait, dans le partage du gâteau, dans le partage des intérêts, ils se tirent dans les pattes. Ils ne sont pas d'accord dans la construction, la finalité de cette gouvernance mondiale. D'où cette guerre entre deux clans mondialistes. Simplement, il y en a un qui va aller très vite, c'est le clan Rothschild, ou anglo-saxon, et le monde mondialiste Poutine, plus subtil, veut aller plus longtemps. Comme disait Fouché, plus exactement Talleyrand, le diplomate Talleyrand à Fouché en 1815 qui voulait la République tout de suite. Talleyrand n'était pas con, mais il disait à Fouché, vous allez trop vite, pas tout de suite. Il faut savoir graduer le mal, le suppositoire par étapes. Bon. En guise de conclusion, nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Avec un dollar ne valant plus rien, un endettement de l'État fédéral américain qui dépasse les 21 000 milliards de dollars. Dédollarisation voulue par la Russie et la Chine. Le règne du dollar tout puissant est sur le point de s'écrouler en lien avec les pétrodollars. Et je rappelle que depuis des décennies, le commerce du pétrole se fait en dollars. Or, la Chine et la Russie se débarrassent donc de cette monnaie dans leurs échanges respectifs. L'Iran fait de même, donc un dollar qui est de moins en moins utilisé, de moins en moins recherché. Nous sommes le 24 mars 2018. Vous avez un document récent de l'agence Reuters. Je donne le titre. La Chine lancera le 26 mars, c'est après-demain, un contrat à terme sur le brut. Sauf, c'est la chose en plus à la dernière minute, après-demain, 26 mars, la Chine doit lancer ses premiers contrats pétroliers dans sa monnaie, en yuan, en pétro-yuan, aux dépens des pétrodollars. Et là, nous avons donc le monde anglo-saxon et sa fraction Rothschild qui sont au pied du mur, parce que si la chose va dans ce sens, c'est la fin des volontés hégémoniques du monde anglo-saxon. On ne peut pas croire qu'il reste les bras croisés face à cette bascule colossale. Donc, avis de tempête, car, à mon avis, ils réagiront à ce type de mesure. Je rajoute, et je termine par ça, humainement c'est cuit, il ne faut pas se leurrer. Et je crois au renouveau, mais ce renouveau ne peut se faire, et je vais aller droit au but, par la guerre, via un krach financier, une guerre civile, une guerre tout court, peu importe le chemin pris. Ça sera la seule méthode pour éveiller les esprits, et sur les survivants, et avec peut-être et sûrement la providence, repartir sur de meilleures bases,